Mais comment une cage UFC a-t-elle pu finir à la Maison-Blanche ? Le 14 juin 2026, un événement inédit a marqué l'histoire du sport et de la politique américaine. Pour la première fois, l'UFC a installé son octogone sur la pelouse sud de la Maison-Blanche à l'occasion de l'UFC Freedom 250. Devant Donald Trump et plusieurs milliers d'invités, 7 combats célébraient à la fois le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis et les 80 ans du président américain. Pourtant, au sein de cette carte prestigieuse, aucun Russe. Hasard ou choix délibéré, cet événement montre à quel point le MMA et l'UFC sont entrés dans la géopolitique mondiale et servent à la fois le soft power des États et la communication politique de leurs dirigeants. Prêt pour le fight ? C'est parti ! L'UFC Freedom 250 est tout d'abord un formidable outil de communication et de soft power pour les États-Unis et Trump. L'organisation d'une carte numérotée à la Maison-Blanche pour célébrer l'indépendance des États-Unis est révélateur de la place prise par le MMA et l'UFC dans la société et la vie politique américaine. Pour comprendre l'importance de cet événement, il faut d'abord mesurer la place qu'occupent le MMA et l'UFC aux États-Unis et dans le monde. Si aujourd'hui l'UFC est la principale organisation mondiale du MMA, ses débuts ainsi que ceux du MMA furent très laborieux. Créée en 1993, l'absence de règles et la violence des combats entachent la réputation de l'organisation et du MMA auquel elle est associée. L'édification de règles participe à la structuration du mouvement qui s'institutionnalise et s'internationalise petit à petit comme en France lorsqu'il est légalisé en 2020. Depuis, l'UFC s'est imposée comme la principale organisation mondiale de MMA. Son succès repose en partie sur la médiatisation de combattants devenus de véritables célébrités, comme Conor McGregor, mais aussi sur sa parfaite adaptation aux réseaux sociaux. Chaos spectaculaire, rivalité entre combattants, provocations, conférences de presse tendues ou déclarations polémiques génèrent régulièrement des millions de vues. L'UFC a ainsi su transformer ses combats en véritables événements médiatiques, alimentant en permanence le buzz et les discussions en ligne. Cette exposition a contribué à la popularisation du MMA bien au-delà du public traditionnel des sports de combat pour en faire l'un des sports les plus regardés au monde derrière le football et le basket. L'UFC devient alors un formidable vecteur du soft power américain. Diffusée dans le monde, l'organisation participe à la diffusion d'une certaine image des États-Unis fondée sur la compétition, le spectacle et la réussite individuelle. L'UFC met aussi à l'honneur Las Vegas, cité de la deux-mesures et bastion de l'organisation. Le succès du MMA et surtout celui de l'UFC reflète ainsi celui des États-Unis. Trump a d'ailleurs estimé que cette cage pourrait finalement s'inscrire durablement dans le paysage à l'image de la Tour Eiffel. D'abord décriée lors de son édification, elle est aujourd'hui célébrée comme une incarnation du génie industriel français. Si cette comparaison a largement fait sourire sur Internet, elle illustre néanmoins l'importance symbolique que revêt cet événement aux yeux de Trump pour l'image et le rayonnement des États-Unis. Mais ce rayonnement est aussi un outil politique particulièrement efficace pour Trump, qui entretient des liens étroits avec l'UFC. Quoi de plus logique pour le président américain de se saisir d'un événement UFC pour fêter à la fois les 250 ans de la déclaration d'indépendance et surtout ses 80 ans. Car ce n'est pas le 4 juillet qui a été choisi, mais bien le 14 juin, date de son anniversaire. Cet intérêt n'est pas anodin. Le MMA reflète très bien l'image que Trump veut donner de lui-même, celle d'un homme fort, combatif et victorieux. Proche du président de l'UFC, Dana White, Trump assiste régulièrement au gala de l'organisation où il apparaît aux côtés de combattants et bénéficie d'un accueil triomphal du public. Dana White a d'ailleurs affiché un soutien marqué à sa candidature lors de l'élection présidentielle de 2024. Le MMA correspond aussi très bien à sa rhétorique politique, fondée sur le rapport de force et la lutte. Toutefois, son amour pour le MMA dessert aussi son image. Il y a tout d'abord un conflit d'intérêts, puisqu'il est président des États-Unis, mais aussi proche de Dana White et actionnaire depuis peu de TKO Group Holding, maison mère de l'UFC, alors que cette soirée permet aussi de promouvoir l'organisation. Cette proximité a également suscité des critiques politiques. À la suite de l'UFC 327, des élus démocrates ont remis en question sa capacité à gouverner après sa présence à l'événement et sans téléphone en pleine période de négociations sensibles avec l'Iran. D'ailleurs, alors qu'il est de plus en plus contesté dans son pays, l'organisation d'une carte UFC à la Maison-Blanche de courtiser l'électorat jeune et masculin adepte de ce sport. C'est aussi le moment pour lui de montrer son soutien et son attachement aux forces armées, puisque 4000 places ont été réservées pour les militaires et leurs familles. Tout était donc pensé pour faire de cette soirée un événement hors norme qui sert à la fois ses intérêts et ceux des États-Unis. Une main card exemplaire, une arène installée au pied de la Maison-Blanche et 5000 places auxquelles s'ajoutent des dizaines de milliers de spectateurs supplémentaires qui ont pu suivre gratuitement les combats depuis des espaces aménagés aux abords du site. Cet événement a mis à l'honneur les États-Unis avec notamment ce Picard à tête blanche, symbole de la puissance américaine, survolant la foule lors de la pesée. Mais c'est surtout la grandeur de Trump qui a été célébrée.
rejoignant depuis son bureau ovale l'allée des présidents avant de saluer la foule au moment du passage de l'Air Force, puis rejoindre la cage où il saluera les combattants. Les militaires étaient aussi à l'honneur à travers le public, l'orchestre, mais aussi les héros de guerre qui ont accompagné les combattants jusqu'à la cage. Les combattants, justement, ont traversé la Maison Blanche avant de rejoindre la cage. Et parmi eux, un combattant se démarque. Justin Gagey, drapeau américain sur les épaules, devant la Constitution de la République des États-Unis, est même parti du bureau ovale pour rejoindre l'arène à pied. Après avoir fait démonstration de sa puissance contre Topuria, il remporte la ceinture, drapeau sur les épaules, avant d'être rejoint par Trump. Mise en scène d'une Amérique et d'un Trump triomphant. D'ailleurs, tous les combats se sont terminés par KO ou KO technique. Pour Trump, le contrat est rempli. Cependant, le comportement de certains combattants lors des face-offs, mais surtout celui de Hotik, remarqué pour son attitude provocatrice et ses propos insultants d'après-combat, ternit le tableau et vient confronter les critiques contre Donald Trump. En mettant ainsi en avant ses combattants et en les associant à la Maison-Blanche, l'événement lie également leur comportement à l'image du président et plus largement à celle des États-Unis. Mais la critique va au-delà du comportement de certains combattants. Pour ses détracteurs, en faisant entrer l'UFC dans la Maison-Blanche, Trump a perverti l'un des symboles les plus importants de la démocratie américaine en le transformant en cirque médiatique. L'événement alimente ainsi les critiques visant un président accusé de privilégier le show à la solennité de sa fonction, au risque de désacraliser l'image de la présidence et d'affaiblir l'image des États-Unis. Mais l'UFC et le MMA servent aussi le rayonnement d'autres puissances et en premier point, la Russie. Mais c'est normal en Russie. Alors que le drapeau russe ou la Russie sont largement exclus des manifestations sportives internationales depuis la guerre en Ukraine et les affaires de dopage des JO de Sotchi en 2014, le MMA sert son rayonnement à l'international. Organisé autour de ligues privées comme l'UFC, ce sport permet aux combattants russes de continuer à s'imposer sous la bannière russe au plus haut niveau. Khabib Nurmagomedov devient ainsi en 2018 le premier champion russe de l'UFC. Depuis, la présence russe n'a cessé de se renforcer. La Russie est aujourd'hui le premier pays européen et le troisième au monde en nombre de combattants classés au sein de l'organisation derrière les États-Unis et le Brésil. Mais comment expliquer le succès du MMA russe ? Situés à la croisée de l'Europe et de l'Asie, les combattants russes combinent lutte gréco-romaine et arts martiaux avec une forte domination dans les phases de projection et de soumission au sol. Cet atout s'inscrit dans une tradition héritée de l'époque soviétique. Dès ses débuts, l'URSS instaure le sambo, discipline sportive promue par l'armée soviétique qui mêle techniques de percussion, de projection et de soumission comme au MMA. La lutte, ensuite, est un sport très pratiqué sous l'URSS, avec à la clé de nombreuses médailles d'or lors des Jeux Olympiques, comme ici à Séoul en 1988. Khabib Nurmagomedov est la figure centrale de ce MMA russe. Il rejoint l'UFC en 2012 et prend sa retraite en 2020 avec un bilan parfait de 29 victoires en 29 combats. Il est le premier russe intronisé au Hall of Fame de l'UFC et entraîne depuis des stars comme Islam Makhachev. Ses succès dans les ligues occidentales comme l'UFC contribuent au soft power russe, d'autant plus qu'ils sont obtenus dans des pays avec lesquels la Russie connaît des tensions, comme les États-Unis par exemple. Le pouvoir russe ne manque pas de s'en emparer. Après sa victoire contre Conor McGregor en 2018, Khabib Nurmagomedov est ainsi reçu par Vladimir Poutine. À travers ses champions, le pouvoir met en avant l'image d'une Russie forte, victorieuse et capable de rivaliser avec l'Occident sur son propre terrain. Cependant, ces athlètes se distinguent des figures russes traditionnelles. Beaucoup viennent des républiques caucasiennes, notamment du Daghestan et de la Tchétchénie, régions majoritairement musulmanes et historiquement marquées par des tensions sécessionnistes avec la Russie. Cette spécificité devient néanmoins un atout pour le pouvoir russe, qui s'appuie sur ces figures pour rayonner dans le monde arabo-musulman, notamment depuis que la guerre en Ukraine l'oppose à l'Occident. Mais Poutine se sert aussi de ces figures pour consolider son assise politique intérieure, puisque 84% des populations du Caucase ont voté pour lui contre 67% à l'échelle nationale russe. Les champions issus du Daghestan ou de la Tchétchénie incarnent alors une forme de réussite et d'intégration au sein de la Fédération de Russie. Cette stratégie s'accompagne de gestes symboliques forts. Le 28 juin 2023, Vladimir Poutine se rend à Derbent, au Daghestan, où il apparaît Coran à la main et condamne les atteintes aux sentiments religieux des musulmans, faisant écho aux propos de Khabib Nurmagomedov en 2020, mais on en parlera plus tard. Longtemps considérées comme des périphéries instables, voire hostiles, les républiques caucasiennes occupent désormais une place centrale dans la stratégie politique de Poutine, alors qu'il est de plus en plus critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, justement, est elle aussi impactée par le MMA. Poutine s'est ainsi appuyé sur Ramzan Kadyrov, dirigeant de la République tchétchène depuis 2007, et qui, en amateur de MMA, utilise ce sport pour former les soldats tchétchènes envoyés au front. Mais c'est tout le Caucase qui est devenu une place forte du MMA. Mettant la lumière sur cette région, située aux confins de l'Europe, est largement confrontée à l'ingérence du voisin russe. Topuria, qui combattait contre Gagey, représente ainsi la Géorgie, pays attaqué par la Russie en 2008, quand Valishvili,
lui attend sa revanche contre le russe Petroyan. Les combattants d'origine dagestanaise ou tchétchène brillent aussi en France. C'est notamment le cas de Baki et surtout de Nassourdine Imavov. Conscient de l'essor du MMA et de sa popularité croissante, le président de la République française s'intéresse de près à une discipline portée par Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov, Cyril Gane, mais aussi Manon Fiorot, qui avait combattu pour le titre en 2025. Emmanuel Macron a ainsi reçu le 27 mai 2026 plusieurs combattants et entraîneurs français afin d'échanger sur le développement de la discipline et son encadrement. Entre le développement de ligues françaises comme Ares ou Hexagone MMA et l'accueil de 4 Fight Night de l'UFC depuis 2022, la France s'affirme progressivement comme une place forte du MMA européen. Cette place est renforcée par le succès du bon gamin contre Pereira à la Maison Blanche, conquérant la ceinture intérimaire pour la 2e fois. Depuis les années 2010 et surtout 2020, l'UFC a considérablement renforcé l'internationalisation de ses combats. Parmi eux, les Émirats Arabes Unis se sont imposés comme le principal bénéficiaire de cette dynamique. Depuis 2010, Abu Dhabi a accueilli 22 cartes numérotées, loin devant d'autres places fortes de l'organisation, comme Londres ou New York, quand Paris ne reçoit pour l'instant que des Fight Nights, c'est-à-dire des événements moins prestigieux. Abu Dhabi accueille surtout de belles affiches. Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier en 2019, Charles Oliveira et Islam Makhachev en 2022, Ilia Topuria et Max Holloway en 2024, et Gane contre Aspinall en 2025. L'importance acquise par Abu Dhabi repose sur 3 facteurs. Le premier est en lien avec la pandémie du Covid-19. Alors que de nombreuses compétitions sportives étaient suspendues, l'UFC a choisi de maintenir ses activités en créant une bulle sanitaire sur Yas Island, rebaptisée pour l'occasion Fight Island. Entre juin et octobre 2020, 9 événements y ont été organisés, permettant à l'UFC de poursuivre son calendrier malgré les restrictions sanitaires mondiales. Le deuxième facteur relève d'une stratégie de soft power menée par Abu Dhabi. À l'image de la politique sportive du Qatar avec le Paris Saint-Germain ou l'organisation de la Coupe du Monde 2022, Abu Dhabi utilise le MMA comme outil de rayonnement international. Cette ambition s'est concrétisée par la signature en 2019 d'un partenariat pluriannuel entre l'UFC et le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Cet accord garantit chaque année l'organisation d'au moins un événement numéroté ainsi qu'une Fight Night spéciale pour les combattants de la zone Moyen-Orient-Afrique. Enfin, le contexte géopolitique a renforcé le rôle d'Abu Dhabi pour l'UFC. Les difficultés rencontrées par certains combattants russes ou d'origine russe pour obtenir des visas américains depuis le début de la guerre en Ukraine ont contribué à faire des Émirats Arabes Unis une destination privilégiée pour l'organisation de combats de haut niveau, notamment ceux de Khamzat Chimaev. Entre 2022 et 2025, Khamzat Chimaev, né en Tchétchénie et proche du dirigeant Kadyrov, n'a pas pu combattre aux États-Unis en raison de difficultés d'obtention de visa. Il faudra attendre 2025 pour qu'il gagne la ceinture contre Duplessis à Chicago. D'ailleurs, il célèbre sa victoire avec le drapeau émirati puisqu'il a obtenu la nationalité en 2025, montrant bien l'importance de ce sport pour l'image d'Abu Dhabi et des Émirats Arabes Unis en général. Abu Dhabi est ainsi devenu une scène incontournable du MMA, capable de rivaliser avec les grandes villes des États-Unis. Ces rendez-vous servent également à renforcer son rayonnement régional à travers la mise en valeur de combattants de la région, à l'image de l'Égyptien Hamdi Abdelwahab, présent sur la carte de l'UFC 321, et les Fight Night Moyen-Orient-Afrique. Plus largement, l'influence croissante des États de la péninsule arabique dépasse désormais le seul cadre de l'UFC, avec le lancement par le PFL, organisation rivale de l'UFC, d'une branche Moyen-Orient-Afrique et d'événements en Arabie Saoudite. Comme le montre l'exemple d'Abu Dhabi, l'UFC doit aussi composer avec les tensions géopolitiques qui conditionnent les déplacements des combattants. Selon le combattant Dvalishvili, sa revanche contre le russe Petroyan ne pouvait ainsi pas se faire à la Maison Blanche du fait de l'importance de l'événement pour les États-Unis et des tensions actuelles avec la Russie. Mais la cage est aussi un lieu où s'expriment les tensions diplomatiques et géopolitiques. Plus généralement, les sports de combat constituent un espace de compétition entre les nations. Gagner, c'est aussi faire gagner son pays, surtout quand les deux pays représentés connaissent des relations conflictuelles. Cette dimension nationale, voire patriotique, s'exprime de plusieurs façons. Elle se manifeste d'abord dans le combat lui-même, mais aussi à travers les symboles mobilisés par les athlètes, drapeaux, tenues, références culturelles ou religieuses. Les prises de parole jouent également un rôle essentiel. Lors des discours d'après-combat, les combattants rendent fréquemment hommage à leur public et à leur nation. Hey, I'm from America. 250 years ago, we were way bigger than 6-1 dogs. Cyril Gane, lui, a fait le choix de rentrer sur un classique de la musique guadeloupéenne, Matete à Crabe, mettant à l'honneur ses origines guadeloupéennes avant d'arborer le drapeau français après sa victoire. Le combat devient alors un vecteur de visibilité pour un territoire, une culture et toute une communauté. Avant l'affrontement, en revanche, le trash talking occupe souvent une place centrale. Destiné à déstabiliser l'adversaire, il peut parfois prendre une dimension identitaire en ciblant l'origine nationale, ethnique ou religieuse du rival. C'est notamment le cas quand McGregor accusait un proche de Nurmagomedov d'être terroriste.
Sean Strickland, de son côté, refusait de reconnaître que Nassourdine Imavov soit français après son call-out. Certains combats rappellent même la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Il en va du combat entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. Cette théorie affirme que depuis la fin de la guerre froide, la conflictualité mondiale ne serait plus le fait de modèles idéologiques ou économiques concurrents, caractéristiques de la guerre froide, mais d'une confrontation entre ères civilisationnelles, confrontant notamment la civilisation occidentale aux autres. Théorie fortement contestée aujourd'hui, tant sur le fond que sur la réalité des relations internationales. On peut ainsi mettre en avant les relations privilégiées entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Pourtant, lors du pré-combat, deux mondes s'opposent. Conor McGregor d'un côté, en costard 3 pièces, boit son whisky et invective violemment son adversaire. C'est l'excès dans toute sa splendeur, à l'image de Las Vegas, ville haute de la carte, mais aussi de l'UFC, avec ses sponsors notamment d'alcool et ses ring girls. Face à lui, Khabib Nurmagomedov, assis, droit, humble, en t-shirt noir, condamne son whisky. Lors de la pesée, avec la papara traditionnelle, il en appelle à Dieu pour battre McGregor. Sa réponse pieuse aux provocations de McGregor contre sa foi lui ont valu un soutien massif du monde musulman avant le combat. 2 jours plus tard, Nurmagomedov soumet McGregor et rend grâce à Dieu. Après cette victoire historique, il ne se contente pas d'être reçu par Vladimir Poutine. Il rencontre également le président turc Erdogan et reçoit les félicitations de nombreuses personnalités politiques et religieuses. Dans une partie du monde musulman, son succès est alors perçu comme bien plus qu'une victoire sportive. Une victoire symbolique, celle d'un champion incarnant certaines valeurs religieuses et culturelles face à un adversaire qui les avait publiquement attaqués. Cette dimension identitaire ne disparaîtra d'ailleurs pas avec sa retraite. En 2020, Khabib crée la polémique en s'en prenant ouvertement à Emmanuel Macron suite à son hommage à Samuel Paty, dans lequel le président annonçait que la France ne renoncerait pas aux caricatures religieuses. Cet imaginaire de confrontation civilisationnelle alimente aussi les discours identitaires de l'extrême droite ou de l'ultra-droite, qui font de la cage un terrain de bataille idéologique. Les discours, symboles et performances des athlètes sont régulièrement récupérés pour alimenter des narrations politiques où se mêlent questions identitaires, discours masculinistes et rhétorique anti-migratoire. Une partie de ces discours est d'ailleurs en accord avec la politique anti-migratoire de Trump, mais aussi de son attitude vis-à-vis de ses adversaires, notamment quand elles sont femmes. Sean Strickland constitue à cet égard une figure de référence pour certains milieux d'ultra-droite en raison de ses nombreuses déclarations controversées, qu'elles soient sexistes, xénophobes, homophobes ou transphobes. Ces prises de position ont d'ailleurs été peu condamnées par l'UFC, ce qui contribue à leur visibilité dans l'espace médiatique. Dans ce contexte, les groupuscules d'ultra-droite profitent de la popularité du MMA pour recruter, s'organiser et diffuser leurs idées. C'est notamment le cas des Active Club, un réseau international de groupes néo-nazis et suprémacistes blancs, présent dans plusieurs pays et déjà implanté dans une quinzaine de villes françaises. De son côté, Benoît Saint-Denis, ancien militaire, est également l'objet de récupération politique à travers son image de soldat et les symboles qu'il porte, à savoir la croix des Templiers et le drapeau français. Il a toutefois dénoncé à plusieurs reprises cette instrumentalisation et refuse d'être associé à ses idées politiques. Les images des combattants sont même parfois détournées de leur contexte sportif pour illustrer des enjeux politiques ou sécuritaires. À titre d'exemple, le Journal du Dimanche, propriété de Bolloré, a utilisé une photographie du combattant français Morgan Charrière pour illustrer un article consacré à une affaire de narcotrafic à Aix-en-Provence, témoignant de la manière dont l'imaginaire associé au sport de combat peut être mobilisé dans des débats sans lien direct avec la pratique sportive. Ainsi, cette cage de l'UFC à la Maison-Blanche, c'est bien plus que du sport ou du spectacle. Le MMA et l'UFC sont ainsi devenus de vrais outils de soft power et de communication pour les combattants, les dirigeants et les États qui s'affrontent. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de m'écrire dans les commentaires d'autres idées de vidéos. Salut!